Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Franck Martin ce soir dans cet au-delà du miroir, il est auteur du best-seller Le pouvoir des gentils, mais aussi d'un autre best-seller optimiste. Un premier en 2014, un deuxième en 2016, un troisième en 2018, dont nous allons parler ce soir dans cet au-delà du miroir, les super pouvoirs de l'innocence, avec Franck Martin, que je remercie d'être dans les studios. Bonsoir Franck Martin. Bonsoir Joël. Alors on peut dire que vous êtes quoi ? Vous êtes rigolo ? On peut dire que je suis. Vous êtes, c'est déjà ça. Je suis, c'est déjà pas mal. Vous faites quoi alors, à part écrire des livres ? Dans la vie, j'écris effectivement quelques bouquins, et puis au-delà de ça, j'essaie de transmettre aux gens le goût de la relation de confiance. Voilà, c'est mon métier en fait. On dit alors pompeusement un expert dans tout ce qui touche à la relation de confiance dans les équipes. Et puis en même temps, je travaille aussi beaucoup sur des choses qui touchent au développement personnel, qui aident les gens à être mieux au quotidien, on va dire, pour simplifier. Alors, les super pouvoirs de l'innocence. L'innocence, ce mot évoque notre petite enfance, quand tout nous paraissait simple et beau. Bébé, nous étions candides et purs, doués de super pouvoirs, vivant l'instant présent, spontané, attentif à tout, mais il nous a fallu devenir raisonnables et tout a basculé, du moins le pensions-nous. Nos super pouvoirs, notre part de génie sont toujours là, ancrés en nous. À nous de les retrouver. Vous dédiez ce livre au Petit Prince. Oui. Et il y a une phrase dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Vous vous en souvenez, vous ? Justement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En fait, je me souviens d'un certain nombre de choses, mais et je pense que pour vous, Joël, c'est pareil. Et pour les gens qui nous écoutent, ça doit être pareil. Moi, je suis né le 13 août 1961. Et mes premiers souvenirs remontent globalement à 1964 et 1965. Ça veut dire que, en fait, c'est comme si j'avais vécu dans une quatrième dimension entre 1961 et 1965. Or, c'est précisément dans ces moments-là que je vivais, que vous viviez et que les autres enfants que nous étions vivaient précisément au paradis. C'est-à-dire que le paradis, entre guillemets, c'était la manière dont on pouvait chacune et chacun être en dehors de tout raisonnement intellectuel. Et c'était ce moment précis, et globalement jusqu'à peu près l'âge de raison. 7 ans. Oui, voilà, entre 5 et 8 ans en fonction des gosses et de leur maturité. C'était à cet âge-là que on vivait avec ces fameux super pouvoirs dont je parle. Et entre autres, cette capacité à être de vrais petits Bouddhas, de vrais enfants zen, une capacité incroyable à vivre ici et maintenant. On était vraiment dans l'instant présent, avec une intelligence qui était non pas une intelligence intellectuelle, c'est-à-dire pas un raisonnement, mais quelque chose qui mettait en œuvre ce qu'on appelle la loi du feedback, la loi de la variété requise. Ce sont des lois systémiques que l'on porte en nous et dans notre ADN, et qui nous permettent de nous développer à la fois neurologiquement, mais au niveau des expériences que l'on a au quotidien. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est justement de se rendre compte que ces super pouvoirs-là, on les a toujours. On les a en nous, ils sont un petit peu oubliés, ils sont un petit peu mis de côté, mais ils sont réellement toujours là. La manière dont les enfants apprennent tourne précisément autour de cette notion de feedback, c'est-à-dire que l'enfant fait en permanence des liens entre ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il réalise, ce qu'il veut, qu'il a en tête, mais qu'il n'a pas en tête de manière intellectuelle. C'est quelque chose qui est du domaine de l'immédiateté. Et puis du coup, comme il fait un lien entre ce qu'il veut et ce qu'il fait et ce qu'il obtient, il va être capable, par cette espèce de boucle de feedback, c'est un phénomène assez naturel, de corriger, de s'auto-corriger pour pouvoir atteindre petit à petit, avec enthousiasme et plaisir, précisément ce qu'il veut. Alors, on n'est pas dans un objectif projeté comme quand on est adulte. On est on est guidé et on est vraiment téléguidé, si j'ose dire, par la notion de plaisir. Voilà. Et ça, c'est ce qui nous différencie énormément de nous en tant qu'adultes. Alors, en tant qu'adulte, on a toujours ça aussi, mais on le met de côté. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, des raisonnements
pseudo-intellectuel. Et quand je dis pseudo-intellectuel, c'est véritablement justement basé sur une forme de réflexion et de raisonnement qu'on nous apprend et qu'on intègre quand on commence à découvrir le langage. Donc en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que eh bien, entre le jour de ma naissance et 1964-1965, c'est-à-dire le moment où j'ai commencé à codifier linguistiquement ma mémoire, eh bien, pendant ce temps-là, eh ben, j'étais un petit homme libre. Et entre autres, c'est pour ça que j'aime bien cette petite phrase de Saint-Ex. Effectivement, tous les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent, parce que c'est véritablement ça. Alors, c'était quoi votre premier souvenir ? Moi, c'est dur, hein, comme question. Oui, mais j'ai des premiers souvenirs qui sont pas forcément très agréables, parce que quand j'étais petit, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, et j'ai un souvenir où j'avais été opéré d'une hernie inguinale, et les premiers souvenirs que j'ai, c'était des souvenirs où on m'endormait, où on tentait en tout cas d'essayer de m'endormir avec un masque qui était un masque à l'époque, on endormait à l'éther. Ouais. Et je me souviens de me débattre. Voilà, ça c'est mes premiers souvenirs. Après, j'en ai plein d'autres, et j'en ai d'autres qui touchent à ma petite enfance, bien sûr, où j'habitais dans la ville de Troyes. Et ce qui était assez rigolo d'ailleurs, c'était que quand j'habitais à Troyes, j'allais à une petite école qui était vraiment la petite maternelle, qui s'appelait l'école du Paradis. Ah, mais faut le faire. Et qui était rue du Paradis. Voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vivais là-bas, et là alors là pour le coup c'est plein de souvenirs merveilleux. C'est normal. Ouais, mais c'était génial. J'avais à l'époque une petite copine, vous savez, les petits amours d'enfance. J'avais une petite Caroline dont j'étais éperdument amoureux. Et puis j'avais des tas d'amis autour de moi. Mes parents avaient aussi un groupe de copains qui eux-mêmes avaient des enfants avec qui on jouait tout le temps. Et on était dans cette espèce d'environnement extraordinaire et vraiment très très joyeux. Vous le dites d'ailleurs, vous le dites en introduction, nous vivons au paradis. On pourrait dire nous vivions au paradis et nous le savions même pas. Maintenant, nous faisons de notre vie un enfer. On est dans le paradis, on le sait pas. Ouais. On a de la chance quand même. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, j'aimerais pas vivre dans certains pays en ce moment. On a vraiment de la chance, hein. Donc on va rester optimiste parce que c'est le but du. Et en même temps, Joël, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on se compare bien sûr. D'ailleurs, les petits ne se comparent pas, mais nous adultes, on se compare au monde, on se compare aux autres. On se compare pas assez des fois parce qu'on est toujours en train de se plaindre. Oui, mais justement, j'ai souvent aussi ce que j'allais dire précisément, c'est qu'il y a des pays qui sont des pays qui nous semblent peut-être parfois sous-développés sur le plan de l'économie, sur le plan de l'industrie, et qui vivent chichement de choses assez merveilleuses. Oui, il y a des pays aussi qui sont un peu sous-développés, puis qui sont bien développés en armement et en bombes sur la tête. Hein, ceux-là, moi, j'aimerais pas y vivre. Donc, tout à l'heure, vous disiez que les enfants, ils vivaient dans l'état présent. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces gosses qui poussent des colères quand on veut pas leur donner un truc, alors? Alors, les gosses qui poussent des colères, alors, entendons-nous bien, hein, les gosses avant l'âge de raison, hein, c'est-à-dire quand ils sont vraiment tout petits. Quand ils sont dans le paradis, justement. Oui, en fait, ils expriment ce qui est important pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont une manière d'exister, entre autres, et qui consiste effectivement à dire spontanément. Alors, ils n'ont pas été encore sociabilisés, hein, on ne les a pas encore éduqués justement à ça. Et donc, ils vont crier, ils vont se rouler par terre quand ils ont besoin de quelque chose. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est bien comprendre, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, en tant que parents, qu'un tout petit ou une toute petite, lorsqu'elle va ou qu'il va se mettre à pleurer, à hurler parce qu'il a besoin quand il a envie de quelque chose, il le fait parce c'est sa manière à lui d'exprimer profondément ce besoin. Il sait pas forcément quand il est tout petit, quand il a 8, 10 mois, 12 mois, parler et exprimer les choses sur le plan linguistique, et donc il va faire ce qu'il peut, et entre autres parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, mais pas par caprice, mais parce que c'est quelque chose d'essentiel pour lui, eh bien, il va le manifester comme il peut. Mais de la même manière, d'ailleurs, quand on est adulte, je ne sais pas comment vous vivez le fait que parfois vous exprimez des besoins et qu'autour de vous, vous avez le monde professionnel dans lequel vous êtes ou personnel qui ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Eh bien, vous avez une réaction qui est une réaction forte. Alors, vous êtes sociabilisé. Donc, vous savez que vous n'allez pas pouvoir couiner, hurler, crier comme ça pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, vous faites attention. Vous avez une certaine manière de parler, etc. Et vous avez donc cette spontanéité d'enfant
que l'on réfrène, bien sûr, parce qu'on est précisément sociabilisé. Oui, ou alors on ne demande rien, c'est encore pire. Ouais. Et on se sent complètement frustré. Ça, c'est tout à fait notre société, alors, ça. Pour ça, j'avais un exemple. J'ai une amie qui préparait un jour le biberon de sa petite fille. Et sa petite fille avait faim. Et donc, on était en vacances. Et puis, la petite fille voyait sa maman préparer le biberon. Et vraiment, on sentait qu'elle avait faim. Elle trépignait. Et puis, elle voyait ce biberon. Et son envie, c'était vraiment de bouffer son biberon. Et puis, donc, comme ça venait pas, et puis que sa maman prenait vraiment du temps pour préparer le biberon, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à faire, entre guillemets, un caprice. Et sa maman lui dit... mais de manière tout à fait légitime et normale, elle lui dit « Mais ma chérie, non, tu vas pas commencer à faire un caprice, je prépare ton biberon. » Et j'avais juste à ce moment-là envie de lui dire, je me suis retenu, j'ai mordu ma lèvre comme ça, j'avais juste envie de lui dire « Mais non, elle fait pas un caprice. Elle exprime juste ce besoin qui est juste un besoin essentiel, c'est qu'elle a faim. » Et c'est sa manière à elle de manifester ce besoin. Alors, j'adorerais que notre descendance puisse répondre un jour à cette fameuse question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Et alors, qu'est-ce qu'elle va répondre ? Rester petit. Rester petit, je veux pas grandir, je veux rester un enfant. Alors, là aussi, il faut pas se méprendre. On a tous lu Peter Pan, on a tous en tête ces histoires extraordinaires. Et entre autres aussi Le Petit Prince, mais Peter Pan, c'est précisément cette capacité que ce grand homme, lorsqu'il redevient dans son voyage extraordinaire dans l'enfance, se rend compte effectivement, à la fois se rend compte du temps qui passe, ça c'est le capitaine Crochet qui en souffre, mais se rend compte lui aussi que il peut continuer de faire des choses très sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Et je pense que ce merveilleux conte qui a été repris dans tous les sens, et entre autres par les films de Walt Disney, peut nous ouvrir l'esprit et entre autres nous ouvrir l'esprit à voir comment on peut précisément garder cette part de génie qui est à la fois du génie créatif, mais aussi du génie relationnel, du génie inventif, et puis du génie paradisiaque, parce que là aussi, on le disait tout à l'heure, on en reparlera sans doute après, on crée notre propre enfer. Hein, l'enfant ne remet absolument pas en cause ce qu'il vit. Il vit les choses et il prend les choses telles qu'elles viennent. Il n'est pas doué de ce fameux raisonnement qui est ce qu'on appelle, nous, le raisonnement de l'intelligence, mais qui, en fait, et c'est là où on touche à ce fameux arbre de la connaissance, quand on commence à avoir effectivement 5, 6, 7 ans, et qui nous entraîne dans un raisonnement qui nous fait perdre ce paradis. Et quand on perd ce paradis, ce raisonnement, c'est quoi ? C'est justement l'incapacité que l'on a à prendre la vie comme elle est. On n'a pas le choix. Concrètement, ce dont je me suis rendu compte et qui nous fait souffrir souvent, c'est justement la différence entre ce que la vie nous réserve et ce qu'on aurait aimé qu'elle nous réserve. Mais on n'a pas le choix, comme je dis. Il y a une femme extraordinaire qui fait partie de ce qu'on appelle, vous savez, aux États-Unis, l'école de Palo Alto, à Santa Cruz, qui s'appelle Virginia Satir, et qui disait une chose très juste, et moi qui m'a marqué au coin du bon sens. Elle disait, la vie n'est pas telle qu'elle devrait être, elle est comme elle est. Et moi, quand j'ai découvert ça, et quand j'ai surtout réfléchi à ça en profondeur, je me suis effectivement dit que ce qui nous faisait souffrir, c'était précisément notre incapacité à prendre la vie et à l'accepter comme si nous étions amis, même quand elle nous réserve des choses très dures et très difficiles. Je suis pas en train de faire une vie, de vous décrire la vie paradisiaque, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont dures à vivre. Mais ce qui rend encore plus dur ces choses dures à vivre, c'est notre incapacité à les prendre et à les accepter. Donc ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, mais d'une certaine manière, ça veut quand même dire qu'il faut dire oui à tout, si vous voyez ce que je veux dire. Concrètement, vous êtes dans un embouteillage, vous avez un rendez-vous qui est un rendez-vous urgent et important, et vous savez que vous allez être en retard à ce rendez-vous parce qu'il y a cette espèce d'embouteillage à la noix. Vous avez beau taper sur votre volant et prendre une crise de nerfs derrière votre volant dans votre voiture, ça ne va pas faire changer une demi-seconde le bouchon. Et la seule manière de toute façon de vivre cet embouteillage, c'est d'abord de l'accepter, et puis surtout, et ça c'est les enfants qui en sont capables, ça fait partie de ce petit génie extraordinaire qu'on a encore en nous. Ces petits enfants sont capables de vivre ici et maintenant sans se projeter dans le futur ou sans avoir une espèce d'idée de regret du passé.
Quand je suis au volant dans ma bagnole, je suis au volant dans ma bagnole. Je suis pas en train de me projeter. Je sais pas ce qui se passera. Et puis il y a un autre point qui me semble aussi vachement important. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, c'est le Dalai Lama qui dit une chose assez incroyable. Il dit que parfois, ne pas obtenir ce que l'on veut, c'est un merveilleux coup de chance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas concrètement ce qui peut se passer derrière ce que, ici et maintenant, je suis en train de vivre comme quelque chose de, passez-moi le mot, merdique. C'est que ça ne devait pas se faire, moi je dis. Oui, moi je sais pas si pas ça... le moment. Voilà, mais on peut même encore être plus simple que ça, Joël. On n'est pas obligé de se dire ça devrait se faire ou ça devrait pas se faire. On peut juste tout simplement se dire c'est. Voilà. Et en se disant, voilà, c'est comme ça, je peux pas faire autrement de toute façon. Alors, est-ce que ça c'est le chapitre numéro 1 ? Est-ce que plus on devient grand et plus on devient con ? Ah oui, ça c'est terrible. C'est les petits qui le disent. Ça sort Oui, de la bouche des c'est enfants. les petits qui le disent. Et en fait, c'est ce qui est assez terrible, c'est que en fait, on passe notre temps à vouloir élever nos enfants. Et pour nous, élever, c'est les éduquer. Et moi, je me suis rendu compte d'ailleurs un peu tard, parce que j'aurais aimé pouvoir mieux élever mes grands enfants. Aujourd'hui, j'ai 3 grands enfants. J'ai une grande fille de 35 ans, un fils de 32, bientôt 33, et une grande fille de 24, bientôt 25. Et je me rends compte avec le recul que moi aussi, je n'ai pas participé à les élever comme j'aurais aimé pouvoir les élever aujourd'hui avec ce que je connais. Vous auriez pu mieux faire, comme diraient Oui, comme tous les parents. Ouais. Mais au-delà de mieux faire, Joël, j'aurais aimé pouvoir, non pas les éduquer, mais les élever au sens, j'allais dire étymologique, non, au sens réel du terme. Les élever, leur donner de la légèreté, leur donner de la grâce. Et entre autres, pouvoir alors, ils sont plutôt gracieux, mes enfants, ils sont plutôt chouettes, mais leur donner cette légèreté de vivre. Je sais que de temps en temps, je les vois confrontés à des choses qui sont pas forcément simples pour eux et pour elles, et je me dis qu'on a une grande responsabilité. Et la grande responsabilité, c'est que malheureusement, on est de gros cons. On est devenus de gros cons parce qu'on ne se rend absolument pas compte de ce qui s'est passé pour nous. Et on s'en rend d'autant moins compte qu'on est dans un système d'adultes qui est autour de nous, basé sur une culture, une éducation, pour ne pas dire nationale, une manière d'être, de fonctionner, basée sur des injonctions parfois contradictoires, avec des manières de réagir aux choses de manière très intellectuelle, et notamment en ayant des raisonnements qui sont des raisonnements qui enferment nos enfants plutôt qu'ils les libèrent. Voilà. Alors, dans cette partie du livre, dans Plus on devient grand, plus on devient con, en fait, il y a des tas de choses que nos gosses savent très bien faire et qu'on leur fait oublier. Et quand je dis qu'on leur fait oublier, que nous oublions en tant qu'adultes, mais qui sont toujours en nous. Et c'est ça qui est assez incroyable. Un des premiers points, c'est cette notion extraordinaire de plasticité cérébrale. Les neurones miroirs. Voilà, ces fameux neurones miroirs, cette neurogénèse, où on est le cerveau s'adapte en permanence. Et ça, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il s'adapte depuis qu'on est tout petit, et même avant notre naissance, déjà dans le ventre de maman, quand on est dans la contenance, cette fameuse contenance dont parlait Maria Montessori, et jusqu'au dernier jour, jusqu'à notre dernier souffle, on est accompagné par ce processus extraordinaire de neurogénèse. Quand on va être confronté à notre dernier jour, à l'instant de notre décès, où on va rendre notre souffle, comme on dit, c'est-à-dire notre dernière expiration, qui avait démarré, rappelez-vous, si j'ose dire, par notre première inspiration, ce jour-là, on va être, grâce à ce process de neurogénèse et cette capacité d'adaptation, capable de nous adapter à ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va bien vivre. Alors, on n'a pas les témoignages, mais globalement, on sait que de toute façon, dans la vie, l'homme, avec un grand H, l'humain, s'adapte en permanence par ce process de neurogénèse qui est assez extraordinaire. Moi, je suis musicien et entre autres, je joue un petit peu tous les instruments, mais je joue surtout mon instrument de prédilection, c'est la batterie. Et quand on joue de la batterie, mon fils est professeur de batterie, il est encore plus il connaît encore mieux que moi ce concept-là. On est confronté à cette neuroplastie, cette neurogénèse, cette plasticité cérébrale. C'est-à-dire que en batterie, vous faites de la coordination
Donc vous devez à la fois coordonner et avoir les membres indépendants. Donc vous avez les 4 membres, bras droit, bras gauche, main droite, main gauche, bras droit, main gauche, pied droit, pied gauche, indépendants. En même temps, vous devez les coordonner, c'est-à-dire jouer d'une certaine manière sur vos tomes, vos rototomes, etc., vos cymbales. Et quand on apprend un enchaînement qui va à la fois intégrer de l'indépendance et de la coordination, eh bien, on va avoir d'abord énormément de mal à travailler ces mouvements-là. Et on le fait, comme on dit en musique, avec un clic très bas, c'est-à-dire qu'avec un tempo très bas. On joue autour de 40 pulsations. Et donc tout ça pour pouvoir petit à petit amener le cerveau, grâce à cette plasticité, à cette adaptabilité, à trouver la manière de faire. Et puis, il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que tout d'un coup, alors qu'on était en train d'en baver pour pouvoir enchaîner bras droit, bras gauche, pied gauche d'une certaine manière, on ne sait pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, on y arrive. Et là... C'est un apprentissage. Oui, c'est un apprentissage. Et c'est une jouissance profonde, d'ailleurs, que l'enfant vit à chaque minute de sa croissance, parce que il apprend dans cet enthousiasme et dans ce plaisir tout ce qu'il est en train de faire, et tout d'un coup... on va pouvoir augmenter le tempo pour pouvoir ensuite en faire quelque chose de totalement intégré. Eh bien, le gosse, il fait ça tout le temps. Il passe son temps à avoir cette plasticité, mais toutes les minutes. Toutes les minutes. Alors, plus il grandit, moins il est confronté à de la nouveauté. Mais, en tant qu'adulte, à chaque fois qu'on est confronté à de la nouveauté, à des obligations de changement, eh bien, on met en place inconsciemment ce processus de neurogénèse. Eh ben, on va faire une pause musicale, ça nous amène sur la musique. C'est juste génial. À tout de suite. IDFM 98 de la Bande FM, La Vie en Rose. Et oui, on voudrait bien voir La Vie en Rose. Là, c'était avec Laura et Anton. Une version un peu de celle d'Edith Piaf. Les super pouvoirs de l'innocence dans cette deuxième partie d'émission sur l'antenne d'IDFM. Toujours avec Franck Martin. Alors Franck Martin, on s'est dit que plus on devient vieux et plus on devient bon, c'est comme le vin. Non, pas du tout. C'est pas tout à fait ça. Mais c'était bon avec un C comme crocodile. Voilà. Alors le bébé est un Bouddha en surpuissance. Oui, le bébé est un Bouddha en surpuissance. Il est, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et quand encore une fois on dit le bébé, on est bien d'accord, c'est avant notre âge de raison. Donc c'est à la fois le tout petit bébé. D'ailleurs, les images de Bouddha sont souvent représentatives d'un petit bébé un petit peu grassouillet. Ouais. Et jusqu'à plus tard, jusqu'avant cette fameuse entrée dans l'âge de raison. Et quand je dis qu'il est un Bouddha en surpuissance, en fait, il a ce petit enfant, il a 0 ego. Et quand je dis il a 0 ego, en fait, il est capable de faire de manière totalement innée ce que nous apprenons à faire parfois très péniblement quand nous sommes grands, quand on fait de la méditation de pleine conscience. C'est très à la mode, mais au-delà d'être à la mode, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ben ce petit bébé, ce petit enfant, petit garçon, petite fille, il fait tout seul. Il fait tout seul ce silence. Il est en silence dans sa tête parce que, précisément, il ne se parle pas. Il n'intellectualise pas. Il n'est pas en train de faire des liens. Il porte pas de jugement. Non, il porte aucun jugement. Il est libre de ses avis. Il est libre de toute opinion. Il est libre de son histoire. Il n'a pas codifié et stocké dans son disque dur toutes ces parties de son histoire qui le font devenir lui. Et un petit enfant, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on assiste à sa croissance, on s'aperçoit des étapes qu'il franchit et qui sont des étapes qui construisent son ego. Les premières étapes, c'est les étapes de possession. Il n'a pas encore l'impression d'avoir ses jouets, mais quand il va commencer à se mettre à parler autour d'1 an et demi, 2 ans, 3 ans, et qu'il va commencer à avoir une fluidité de langage, il va d'abord, quand il parle de lui-même, il parle pas de lui-même à la première personne, il parle de lui-même à la 3e personne. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va dire, si je parlais de moi en petit garçon, je dirais Franck a faim, avant de dire le je. Et puis petit à petit, il va se mettre à découvrir, qu'il a le je, le mon, le ma, le mais, ses possessions, et puis il va aussi avoir petit à petit une culture, des avis, des idées, des opinions, une histoire, des expériences qu'il va se mettre à stocker. Et là, il va perdre
cette notion de paradis, c'est-à-dire cette capacité à faire silence dans sa tête et cette capacité à avoir ici et maintenant 0 ego. Et pas de culpabilité, pas de honte. C'est les parents qui lui inculquent la honte. Ouais, il y a tout un passage sur la nudité de l'enfant. Oui, et on retrouve cette notion de virginité, de nudité du paradis d'Adam et Ève. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les enfants, ils se rendent compte très tôt de la différence sexuelle homme-femme. Parce qu'ils ont ça de manière innée en eux, mais ils ne le codifient pas et ils sont pas embêtés par ça. J'avais vécu une histoire assez extraordinaire justement qui démontre bien à quel point les parents mettent les choses dans la tête de leurs enfants. J'avais une amie qui avait son petit garçon et qui jouait avec des petits ballons gonflables. Et puis il y avait plein de petits ballons bleus et roses puisque c'était une fête un peu familiale. Et puis à un moment donné, le petit garçon qui avait à peine 3 ans, il se met à pleurer parce qu'il dit à sa maman, maman, il y a plus de ballons. Et en fait, il y avait encore plein de ballons, mais c'était des ballons roses. Et sa maman lui dit, mais si, regarde, c'est encore plein de ballons. Et le petit se met à pleurer, à hurler en disant, non, ça c'est des ballons de filles. Et c'était incroyable à quel point ce tout petit qui avait 3 ans, tout d'un coup faisait on voyait qu'il commençait à perdre cette espèce de pas de virginité, mais d'innocence. En rentrant dans des concepts qui étaient des concepts qui lui appartenaient pas, parce qu'il était pas capable de réellement codifier ce qu'il était en train de dire. Il savait, parce qu'on lui avait sans doute dit des tas de choses autour de lui. Alors, on parle des parents, mais ça peut être aussi des adultes, ça peut être aussi des instituteurs, des professeurs, des éducateurs. Ça peut être les médias aussi, parce que les gosses, ils ont une espèce d'acuité sensorielle incroyable qui font qu'ils sont Bob l'éponge, ils gobent absolument tout. Eh bien, ce petit, il avait enregistré, je ne sais pas comment, et je ne sais pas à quel moment, le fait que les petits garçons, c'était bleu, et les petites filles, c'était rose. Et il avait un déclenchement avec ça d'une crise de nerfs. Alors, vous dites aussi que les enfants, les bébés, sont aussi souples physiquement que mentalement. C'est vrai qu'ils sont souples. Hein. Ouais. C'est vrai qu'ils sont très très souples. Là, ils sont souples physiquement, on le voit bien, ce sont des vrais élastiques. Hein, c'est extraordinaire, ils ont cette souplesse, mais au-delà de la souplesse physique, ils ont cette souplesse comportementale, cette capacité d'adaptation. Et vous savez, cette capacité d'adaptation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est en systémique ce qu'on appelle la loi de la variété requise. La loi de la variété requise, c'est la capacité qu'on a au-delà de toute réflexion intellectuelle, Joël. Hein, je parle bien, et entre autres, ces tout petits longs en eux, à pouvoir faire le lien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, entre ce qu'ils veulent, ce qu'ils font et ce qu'ils obtiennent. Mais ils font pas un lien intellectuel. Une petite fille ou un petit garçon de 1 an, elle n'est pas comme dans le film Allô maman, ici bébé, en train de se dire « Ouh là là, quand je fais ça, j'obtiens pas ce que je veux ». Non, pas du tout. Ils font ce lien de manière naturelle. Ça commence très tôt au berceau. Quand vous avez un petit garçon et une petite fille qui a quelques mois, et vous savez qu'il est dans son berceau et qu'il y a au-dessus de lui un mobile. Puis vous avez des mobiles qui sont super chouettes maintenant, c'est-à-dire que le mobile se déclenche automatiquement quand le bébé le touche. Et il est d'abord attiré visuellement par ce petit mobile qui est en général plein de petites couleurs vives, etc. Et il va essayer là d'attraper son mobile comme ça, en essayant non pas de se dresser parce qu'il est encore couché, mais il essaye de se monter comme ça. Et puis un jour, il va toucher ce mobile. Et il va toucher ce mobile, et au moment où il touche ce mobile, le mobile se déclenche, il se met à tourner avec une petite musique absolument adorable. Et le petit gosse, il fait un lien non intellectuel, parce qu'on est bien d'accord qu'à 5-6 mois, il fait pas ce lien, il n'est pas en train de se parler en se disant « Tiens, c'est marrant, quand je touche le mobile, ça déclenche la... » Non, il se dit rien du tout. Il fait ce lien magique, cette loi de la variété requise, c'est-à-dire cette manière dont il fait quelque chose, qui déclenche quelque chose qu'il avait éventuellement pas en tête, mais qui fait que tout d'un coup, par ce lien, il le rend intelligible, au sens, il le comprend, il l'intègre, et il va pouvoir le répéter. Il fait un lien, et donc du coup, il va répéter autant de fois que nécessaire ce qu'il fait pour obtenir ce qu'il veut. Et tant que ça marche, il continue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, le petit bébé, quand il découvre ça, d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, à un moment, il va ralentir. C'est-à-dire, il va répéter, parce qu'il prend du plaisir à faire tourner son petit mobile. Et puis, à un moment, parce qu'il a la certitude qu'à chaque fois ça marche, il se met à ralentir le rythme. Et il en fait de moins en moins. Mais il le fait de temps en temps quand même, pour voir si ça marche toujours. Voilà. Et donc, par ce fameux lien extraordinaire, où dans ce contexte-là, il fait quelque chose qui lui amène un résultat qu'il veut et qui lui amène du plaisir, eh bien, il fait ce lien.
Et il est capable de modifier ce qu'il fait par rapport à ce qu'il veut pour pouvoir vraiment l'obtenir. Et ça, c'est de la flexibilité comportementale. C'est de la souplesse mentale. Et nous, en tant qu'adultes, on l'a aussi encore, heureusement. Mais il y a plein de contextes dans lesquels on l'a pas, notamment dans les contextes relationnels, où on est capable de continuer de répéter la même chose qui va nous amener le même résultat, c'est-à-dire on se fracasse relationnellement avec son compagnon ou sa compagne ou un collaborateur, une collaboratrice ou son patron. Ou sa famille. Et on est tellement centré sur soi, sur son nombril, c'est-à-dire nos 5 sens, non pas tournés vers l'extérieur, mais tournés vers l'intérieur de nous-mêmes, qu'on passe à côté de ce feedback, de cette nourriture en retour qu'on a sous nos yeux, sous notre pif, et qui nous ferait dire « mais bon sang, mais change quelque chose ». Eh ben non, on est tellement centré sur notre nombril qu'on change rien. Alors, est-ce que le rire change quelque chose? Parce que les enfants rient. Hein. Oui, les gosses, ils rient. Ouais. Et c'est assez extraordinaire. Parce que en fait, quand il rit, et quand il sourit, il sourit au minimum une centaine de fois par jour. On est même étonné voilà, quand il nous sourit, on se demande si on a une tronche de clown. Oui, et puis parfois il rit aux éclats. Je veux dire, qui n'a pas vu un gosse de 8 mois rire aux éclats? Et quand il rit aux éclats, il rit pas parce qu'il a compris une bonne blague qu'on lui raconte. Il rit aux éclats parce que le rire, le plaisir, et comme mon ami le dit André Stern, l'enthousiasme, ça provoque ce qui développe le cerveau, qui permet sa croissance, c'est-à-dire ça développe l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, et ces 3 hormones font que, on se développe de manière incroyable. À l'inverse, alors nous en tant qu'adultes, quand on arrive à sourire 2 ou 3 fois par jour, c'est le bout du monde de temps en temps. Il y a des gens qui sourient absolument pas et qui sont complètement verrouillés et qui au contraire sont dans des états de stress parce qu'ils ne savent plus vivre l'instant présent. Et entre autres, quand ils sont dans des états de stress, ils ont plutôt des poussées d'adrénaline, d'endorphine et de cortisol et qui sont les hormones en général qu'on va développer quand on est confronté à de vrais dangers. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, j'ai des tas de copains à qui ça arrive. On se réveille de temps en temps à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts, avec une bouffée de chaleur, parfois des tremblements, des brûlures d'estomac, des maux de ventre, des envies de vomir, parce qu'on est en train, dans notre lit, à 3 heures du matin, de penser à la journée de demain ou éventuellement à celle d'hier. Et juste pas ici et maintenant. Et cette montée d'hormones, de cortisol, d'adrénaline et d'endorphine dont je vous parle, qui sont vraiment les montées l'explication du stress, nous stresse de la même manière que le stress que vous auriez de manière tout à fait factuelle et normale face à un fauve qui vous court après. C'est-à-dire que à un moment, la survie est en jeu. Eh bien, ce phénomène, là aussi, extraordinaire de montée d'adrénaline, d'endorphine et de cortisol, fait que le sang descend aux jambes. Et puis, vous prenez votre jambe à vos coups, et puis à votre cou, et vous courez le plus vite possible. Ça, c'est la réaction normale. Comment se fait-il que quand on soit au lit, à 3 du mat, bien douillettement, au chaud, sans aucun danger de quoi que ce soit, nous provoquions exactement de la même manière les mêmes fonctionnements d'émotions? Eh bien, l'enfant, lui, le tout petit... Il fait des cauchemars la nuit, des fois, ça le réveille. Oui, il fait des cauchemars et il réagit au cauchemar comme il réagit à la peur factuelle. C'est-à-dire, en fait, que ces cauchemars et les peurs qu'il éprouve à ce moment-là sont des peurs qui sont normales parce que c'est une première fois. Il est confronté à des choses, et il y a plein de choses pour la première fois. Pour la première fois, c'est normal d'avoir peur. Oui, mais c'est parce qu'il a perdu son innocence s'il fait des cauchemars. Voilà. Alors, les parents, quand même, se chargent cependant très vite de rectifier la donne, puisque les enfants, pour eux, tout est permis, enfin, il n'y a pas de limite. Dès que leurs enfants commencent à explorer la vie en faisant fuser, les parents disent des non, ne fais pas ci, ne va pas là, et ne touche pas à ça. Et on part sur le langage négatif. Et on part sur le langage négatif. C'est terrible. Ça empêche l'enfant d'explorer. On fait la deuxième pause, et puis après, on continue cette émission. Merci. IDFM 98 de l'Amande FM, dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Franck Martin. C'est là presque un point commun avec les bébés, non pas cette manière de penser à l'expérience ultime, mais cette peur de l'inconnu. En effet, la première émotion que le nouveau-né ressent face à la vie est la peur, et ce sera sans doute la dernière émotion que cet être humain ressentira à la fin de son parcours
face à la mort, sauf que lorsqu'il débarque ici-bas, le petit ne sait pas coder intellectuellement ce qui lui arrive. Pourtant, ce petit être si fragile a déjà des capacités pour vivre cet instant qui n'a rien de magique, sauf pour tous ceux qui sont déjà là, pour sûr. Et oui. Et alors, la réflexion que ça m'attire, c'est que c'est d'ailleurs quelque chose de plutôt positif pour notre heure du départ, hein, du grand départ, si j'ose dire, c'est que c'est réconfortant en fait. Je me dis, on a su arriver ici et débarquer, et c'était pas simple hein, de débarquer. On s'en rappelle pas. On n'avait pas mais le choix. Voilà, on n'avait pas bien le choix. Mais comme on n'a pas le choix d'ailleurs pour repartir, mais quand on a débarqué, alors rappelez-vous non pas de votre propre expérience, mais de l'expérience que vous avez pu éventuellement avoir en tant que maman ou en tant que témoin d'un accouchement. Un accouchement, c'est quelque chose de dur, hein. Dur pour la maman, mais dur aussi pour le petit rejeton qui arrive. Donc il est tranquille dans sa contenance à 37,2 degrés dans le ventre de maman. Il est un peu serré effectivement sur la fin. Et puis tout d'un coup, parce que les os sont partis, il se sent complètement aspiré vers l'extérieur. Et puis il est complètement comprimé par le passage du bassin de maman. Et puis de temps en temps, on va le chercher éventuellement avec des forceps parce qu'il est un peu coincé. De temps en temps, il nous montre un peu son derrière parce qu'il n'a pas envie de faire comme tout le monde. Et puis tout d'un coup, là, il va avoir sa première inspiration qui lui décolle la plèvre du poumon et qui va faire que cette première inspiration le met en vie. On l'emmaillote, on lui met des trucs dans le pif pour lui enlever les glaires qu'il a dans la bouche, qu'il avait. Enfin, c'est un truc de dingue. On lui donne plus la claque. Hein. Non, c'est on lui fini. donne plus la claque. Non, mais c'est bien de le dire. On lui pique le doigt. On lui pique le doigt, on le tourne à l'envers, on regarde s'il marche. C'est un truc secoue dans tous les sens. Et il débarque là, dans ce contexte-là, il ne sait rien. Quand je dis il ne sait rien sur le plan intellectuel, encore une fois, il est beaucoup plus il est beaucoup plus fragile qu'un petit animal, qu'un petit chat ou qu'un petit chien ou qu'un petit tigre ou qu'un petit lion. Et malgré tout, il réussit ce passage. Et ben moi, je me dis que avec tout ce qu'on sait après, tout ce qu'on emmagasine en termes de savoir-faire et de fonctionnement, et si tant est en plus qu'on ait réfléchi effectivement à un certain nombre de choses dont on est en train de parler ici et maintenant, eh bien, je pense que quand on est face à notre dernière minute, dernière heure, eh bien, on va avoir cette même capacité à franchir le pas et à le franchir de manière beaucoup plus sereine que l'angoisse qu'on peut éventuellement avoir si on n'a pas eu le temps ou pris le temps de réfléchir à tout ça. Et ce que je me dis aussi souvent, c'est que le moment entre notre première inspiration et notre dernière expiration, eh bien, il dépend de nous d'en faire quelque chose qui soit digne d'un paradis, plutôt que d'en faire un enfer. Alors, oui, on est confronté à la vie, et la vie ne dépend pas de nous, hein, elle nous pose devant notre porte tous les matins des choses que l'on ne choisit pas, mais on a toujours le choix dans la manière dont on vit ce que la vie nous pose devant notre porte. Et ça, c'est quelque chose de fort. Alors, nous avons tous un God, G.O.D. Oui, alors ça, il nous reste encore un peu de temps. Le God, G-O-D, en fait, c'est quelque chose qui est à la fois notre intelligence humaine, mais aussi qui est la perte de notre paradis, de notre paradis. Le God, c'est la capacité qu'un tout petit a à faire des généralisations, des omissions, et on appelle ça des distorsions, mais c'est plutôt des corrélations positives pour pouvoir apprendre. C'est précisément le processus d'apprentissage que l'on porte en nous et dans notre ADN. Un petit enfant, par exemple, quand il va apprendre à marcher, eh bien, il va faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième, et par un phénomène de généralisation, c'est le G de ce procédé mémotechnique que j'appelle le God. Alors le God, hein, c'est pas un God Miché, entre nous soit dit, hein, c'est le God au sens Dieu non, c'est plutôt Dieu non plus, mais voilà, c'est un process mémotechnique. Cette généralisation, c'est une manière pour lui qu'il porte en lui-même de pouvoir justement généraliser ce qu'il apprend dans plein d'autres contextes. Et à l'inverse du God, de la généralisation, pardon, il y a une omission. Quand par exemple ce petit garçon ou cette petite fille apprend à marcher, eh ben, il va aussi tomber. Et grâce à ce phénomène d'omission, c'est-à-dire d'amnésie partielle, eh bien, il ne va pas se souvenir qu'il tombe et qu'il a peur et qu'il a mal. Il va se redresser, il va continuer d'enchaîner les pas. Et il fait cette distorsion, c'est-à-dire cette corrélation positive. Il fait un lien entre la manière dont il pose son pied et son équilibre qu'il arrive à obtenir.
Et grâce à ce lien, eh bien, petit à petit, il obtient ce savoir-faire qui est la marche. Donc, vous voyez que tout ce que le petit enfant apprend, et tout ce qu'on continue d'ailleurs d'apprendre, même nous, en tant qu'adultes, relève de ce procédé de généralisation, d'omission et de corrélation positive. Distorsion. Mais quand on est grand, on continue de le faire, et notamment quand on arrive à l'âge de raison, on commence à raisonner exactement de la même manière, mais au lieu de le faire de manière positive et constructive, on va le faire de manière intellectuelle. Et on va avoir un adulte, un petit garçon qui va devenir adulte petit à petit et qui va avoir ce même process, mais totalement irréfléchi, alors qu'il a l'impression d'être intelligent, c'est-à-dire qu'il va se mettre à faire des liens. Par exemple, en généralisation, il est dans la rue, il a 8-10 ans, il se fait mordre par un chien, eh bien, il va mettre en place une généralisation qui est que tous les chiens sont dangereux ou peuvent être potentiellement dangereux. Ce qui est totalement faux, puisqu'on sait que c'est pas vrai, il y a des chiens qui sont dangereux mais d'autres pas. Et en même temps, il va mettre en place une forme d'omission, c'est-à-dire que inconsciemment, il va oublier qu'il y a plein de chiens précisément qui sont des chiens vachement sympas. Et puis il va se mettre aussi à faire des distorsions, c'est-à-dire cette fois-ci des corrélations négatives que j'appelle moi distorsions. Il fait des liens entre des choses qui n'en ont pas. Un peu plus grand, il est invité à sa première surprise party, une boum, comme on disait à mon âge. Et puis il a une copine sur laquelle il a des vues et sa copine ne lui sourit pas. Et donc lui, parce que cette copine ne lui sourit pas, il va en conclure qu'elle ne l'apprécie pas. Et alors que on voit bien qu'il n'y a pas forcément de lien entre le fait que la petite ne lui sourit pas et qu'elle ne l'apprécie ou qu'elle ne l'apprécie pas. C'est pas parce que elle sourit ou pas que ça l'apprécie ou que ça l'apprécie pas. Et entre autres, on va pouvoir même procéder à un vrai recadrage, à aider ce petit garçon à sortir de cette espèce de torpeur et d'angoisse face à sa petite copine en lui posant quelques questions. On va lui dire, mais dis donc, en quoi le fait que ta petite copine ne te sourit pas veut dire qu'elle t'apprécie pas? Alors le gamin, il va dire, quand même, quelqu'un qui t'apprécie te sourit. Puis je vais lui poser une deuxième question, je vais lui dire, mais est-ce que tu connaissais éventuellement des gens qui ne te souriaient pas et qui pourtant t'appréciaient? Oui, tiens, c'est vrai, tu as raison, ça existe. Et puis tiens, je te pose une troisième question. Est-ce que tu connaissais éventuellement quelqu'un qui te souriait et qui t'appréciait pas? Ah oui, t'as raison. Alors, qu'est-ce que tu en conclus? Et le gosse ne peut en conclure qu'une seule chose, c'est que ça n'est pas lié. Voyez? Et ces distorsions, ces liens, eh bien, on les fait sans s'en rendre compte. Et on fait ça au quotidien. On fait au quotidien des généralisations, des omissions, des distorsions. Et nous vivons, Joël, dans un monde qui est un monde malade. Et des comparaisons. Avec des comparaisons, avec de la lecture de pensée. Et quand je dis on vit dans un monde malade, le monde des adultes est malade, mais le métamonde, c'est-à-dire les médias eux-mêmes, sont des gens malades qui au quotidien, vont vous balancer des généralisations, des omissions, des distorsions dans les analyses politiques, dans les comparaisons sportives, et qui nous amènent à penser qu'on réfléchit bien et qu'on est intelligent quand on réfléchit comme ça, alors qu'on est dans un monde malade. Alors, comment cesser de mourir à petit feu et de revivre pleinement et de pratiquer la pensée du bébé? Eh bien, c'est votre livre, hein? Oui, c'est mon livre. C'est précisément ça, le thème du livre. Eh ben c'est justement déjà se rappeler qu'on a tout ça en nous. Et puis alors déjà, c'est travailler sur ses propres phénomènes de généralisation, d'omission et distorsion pour se libérer précisément de ce mode de pensée pseudo-intellectuel, où on rentre dans cette analyse soi-disant intelligente. Et puis il y a des tas de choses toutes simples. C'est déjà réapprendre à vivre en pleine conscience. C'est pas faire de la méditation en pleine conscience, même si c'est très utile, c'est déjà vivre en pleine conscience. Et vivre en pleine conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est les yeux grands ouverts, ici et maintenant, quand je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, je le fais à fond. Je le fais de la plus belle des manières, je le fais du mieux que je peux pour que ce soit quelque chose qui amène du bien et du beau et du bon. D'accord? Alors, il y a 12, on n'aura pas le temps de les voir toutes. Non, on les verra peut-être pas toutes. Pas toutes les 12, mais la 9e solution, c'est redonner leur place à l'affection et à l'émotion. Oui. Ça nous manque, ça, dans notre monde. Oui. Aujourd'hui, je travaillais avec des gens dans une entreprise et on parlait entre autres de l'émotion. Et on parlait de ce que j'appelle, moi, l'intimité professionnelle. Ce sont des gens, mais comme dans plein d'entreprises, qui sont confrontés à des contextes commerciaux, des contextes stratégiques. Et souvent, quand on est dans un contexte commercial, on doit faire ses preuves, on doit amener un produit qui fonctionne. Et on est confronté parfois à des gens qui, en face de nous, sont des gens qui ne sont pas toujours très transparents. Et on ressent, face à ces gens non transparents, toute une série d'émotions.
eh bien, redonner la place à l'émotion, à cette notion de sensation, c'est précisément aussi redévelopper cette capacité naturelle que l'on avait quand on était petit, à dire ce que l'on pense. Et à dire, écoutez, tiens, c'est marrant, mais quand vous avez tel type de comportement, ça, moi, sans aucun jugement aucun, j'ai juste l'impression qu'on ne se fait pas confiance et ça provoque chez moi un malaise qui fait que je ne me sens pas forcément bien pour vous vendre ce que j'ai à vous vendre. Ça, c'est la communication non violente, mais est-ce qu'on a le droit de la faire ? Alors, on a non seulement le droit de la faire, mais je pense qu'on a éventuellement même le devoir de la faire, Joël. C'est-à-dire que, quand je dis le devoir, après chacun fait comme il peut, c'est pas dogmatique ce que je dis, mais je dis simplement, en fonction des objectifs que vous avez, si lorsque vous vous taisez, ça ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs, et bien peut-être que, loi de la variété requise dont je parlais tout à l'heure, il faut que vous parliez et que vous fassiez part de votre intimité, c'est-à-dire non pas de l'intimité personnelle, familiale, mais de ce que vous ressentez au fond de vous-même. Parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on va recréer une relation de proximité qui permet de faire passer tous les contenus. Réentraîner nos capteurs sensoriels ici et maintenant. Ouais, alors ça, c'est quelque chose de dingue. Je vous disais tout à l'heure, les enfants ont cette acuité sensorielle formidable qui est digne d'un petit animal, d'un petit chat. Eh bien, en tant qu'adulte, c'est exactement pareil. Mais on est tellement branché sur le fameux God dont je vous parlais tout à l'heure, et là, pour le coup, c'est le God négatif, qu'on pourrait se mettre là où je pense, si j'ose dire, que on en oublie d'être branché externe. Il faut savoir une chose, c'est que neurologiquement parlant, on utilise nos 5 sens de la même manière pour être branché sur l'extérieur et pour être branché sur l'intérieur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, Joël, regarder quelqu'un, l'écouter, ressentir la relation, en même temps que vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous parlez, vous avez en vous des images qui reviennent et des émotions qui reviennent du passé. Ça n'est pas possible. On utilise les mêmes circuits électroniques et neurologiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que être branché externe, c'est réellement être ici et maintenant avec l'autre, l'observer, écouter et avoir alors au-delà de la capacité d'empathie, d'avoir une réelle présence à l'autre. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça permet aussi d'écouter les mots de l'autre et de pouvoir éventuellement, non pas tirer des conclusions, mais questionner pour comprendre de quoi est fait l'expérience, le monde, les besoins, l'histoire, l'actualité de l'autre. Et quand est-ce que l'enfant fait ça ? L'enfant, il fait ça naturellement. Il fait pas ça intellectuellement. Sauf que nous pouvons le faire intellectuellement. Nous avons même besoin intellectuellement de nous dire « Mais bon sang, je suis en train de passer à côté du ici et du maintenant. Je suis en train de passer à côté de ma vie. » Juste parce que je suis dans le regret, dans le passé, ou je suis dans le futur, en imaginant que le demain sera meilleur que le aujourd'hui. Mais le demain n'est pas là, et je sais même pas s'il sera là. Et le passé est de toute façon passé. Et les choix que j'ai faits au moment où je les ai faits, à ce moment-là, étaient les meilleurs choix pour moi. Donc il n'y a rien à regretter et il n'y a rien à espérer. La seule chose qu'on est en train de faire, c'est vivre ici et maintenant le mieux que je peux, de la plus belle des manières, de la plus élégante, en essayant de faire le mieux possible les choses pour que ce soit bon et bien pour tout le monde. Alors, une citation pour terminer l'émission. Qu'est-ce que vous avez comme citation ? Oh, il y a plein de citations, il y en a plein, mais parce que vous avez beaucoup de citations de il y en a Saint-Exupéry. il y en a une que j'adore. Alors, je suis pas un adepte de la Bible et des évangiles, mais il y en a une ou deux des évangiles qui me sont ressortis un jour. Je lisais les évangiles apocryphes en même temps que les évangiles de Matthieu, etc. Et il y en avait deux qui me marquaient où notre bon maître en développement personnel qui s'appelait Jésus-Christ, parce que c'était un sacré bonhomme en développement personnel, il disait deux choses. Il disait « Heureux les simples d'esprit », que moi j'avais codifié quand j'étais au catéchisme comme les gogoles. Car le royaume des cieux leur appartient. Oui, car le royaume des cieux leur appartient. Et un jour, en réfléchissant à ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et si éventuellement, les heureux simples d'esprit dont on parle n'étaient pas juste des gogoles, des fous, mais au contraire, ces fameux enfants ou cette capacité d'adulte que nous avons à être simple et non intellectuel. Et il y en a une qui va avec aussi, qui est dans la même veine, qui est laisser les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est fait pour ceux qui leur ressemblent. Et c'est exactement la même logique. Et je rapprochais ça, et ça sera peut-être une image pour finir, de toutes ces, vous savez, ces photos, ces peintures que l'on a dans les églises. Entre autres, moi, dans mon lieu familial, qui est le Mercantour,
alentours. Il y a Notre-Dame de la Brigue, Notre-Dame des Fontaines, et où au plafond il y avait des peintures justement de gens qui étaient en train de mourir, pris dans les flammes de l'enfer, etc. Avec votre grand-mère. Ah oui, c'était ma grand-mère qui parlait de ça, et je les avais vus, ça me faisait peur. Et je voyais tout en haut des enfants, c'est-à-dire que des angelots. Des angelots. Et en fait, je me disais, tiens, c'est quand même assez extraordinaire cette capacité des enfants. Alors, c'est pas les petits tout anges, joufflu, tout nu et tout joyeux. C'est cette notion d'innocence. Oui, et où en fait, l'enfer. que ce soit dans les citations qu'on voit dans la Bible ou les évangiles plus exactement, et que ce soit dans ces peintures, eh bien, on est là-haut. Elle est la dernière citadelle. Et la dernière de citadelle, c'est celle du dessous. Hein. Ouais, il n'est point d'amnistie divine qui t'épargne de devenir. Tu voudrais être, tu ne seras qu'en Dieu. Il te rentrera dans sa grange quand tu seras lentement devenu et pétri de tes actes, car l'homme, vois-tu, est long à naître. Ben ça, c'est toute la difficulté que l'on a, mais c'est aussi, d'une certaine manière, ce que Saint-Ex nous dit donc dans ce citadelle, le fait que on a du boulot sur soi pour pouvoir devenir qui l'on est. Et en même temps, on aimerait bien rester des enfants. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Ouais. Je veux rester petit. Les super pouvoirs de l'innocence. Aux éditions Erol de Franck Martin, ici présent. On vous retrouve sur la toile ? Ouais. À quoi ? À votre nom ? Ouais, on me retrouve à Franck Martin, ouais. On vous retrouve à Franck Martin. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Joël, au revoir. Merci à vous, merci beaucoup.